Donc, notre cabinet réunit une psychologue du travail, une psychologue neuropsychologue qui fait les bilans adultes, une psychologue gestalt, une psychologue de la petite enfance qui va arriver là, prochainement dans l'équipe. On a un psychologue neuropsychologue qui ne fait que du bilan pour les enfants et moi qui suis psychologue avec une orientation plutôt dans la clinique du neurodéveloppement et du développement, qui est une activité autour des bilans, de la thérapie et de l'animation de groupe également, groupe thérapeutique et groupe de parents. Notre orientation, ce qui nous a réunis, c'est vraiment une conformité autour des recommandations actuelles et puis un travail en lien aussi pour accompagner au mieux les familles et les jeunes que nous pouvons rencontrer dans toutes les problématiques qu'ils peuvent avoir dans leur vie quotidienne ou professionnelle. Alors, mon parcours est un peu atypique, puisque au départ, moi, je suis historienne de l'art. Je travaillais longtemps dans le milieu culturel, hein, je suis d'origine belge. Puis j'étais enseignante au Moyen-Orient et puis en France, où je suis devenue enseignante de l'éducation nationale. J'ai repassé, voilà, j'ai refait un cursus de psychologue. Je suis retournée dans l'éducation nationale en tant que psychologue de l'éducation nationale, avant de m'en émanciper à nouveau pour ouvrir ce cabinet et avoir une activité également dans un hôpital de jour destiné aux enfants et aux adolescents. Un hôpital de jour qu'on a monté il y a 2 ans, une structure qui s'occupe de dépister les troubles d'apprentissage et d'accompagner aussi les familles dans le parcours de soins, le parcours scolaire et le parcours familial. On insiste vraiment sur la nécessité d'avoir un regard global sur les problématiques de l'enfant, puisque si on se limite juste à un champ, voilà, on omet pas mal de choses qui sont importantes pour le bien-être de la famille. Alors, notre public au cabinet, et mon public en particulier, sont des enfants, adolescents, des adultes et des familles. Comment est-ce que je travaille? Je travaille en thérapie individuelle au départ. Avec une collègue, je fais également des séances familiales. Et puis, je pratique ce que j'appelle la thérapie familiale alternée. Alors, c'est un terme vous ne trouverez nulle part, c'est moi qui l'ai inventé, et je vais y revenir par la suite. On anime également des groupes de psychoéducation qui réunissent entre 6 et 10 participants pour le confort des parents autour de problématiques éducatives. Alors, on est vraiment dans la lignée de ce que propose REACT. On peut s'inspirer d'outils voilà, plus anciens comme Barclay. Et puis, j'ai également monté des groupes pour adolescents, notamment des adolescents qui sont en phobie scolaire ou fâchés en tout cas avec le système éducatif. Voilà, pour pouvoir travailler avec eux et les remettre en lien avec leurs camarades, la vie sociale et améliorer le bien-être, la vie au domicile. Voilà, dites-moi si je vais trop vite, en tout cas, n'hésitez surtout pas. Je me suis inspirée de méthodes canadiennes, notamment au regard de certains jeunes ou même de jeunes adultes qui ont beaucoup de mal à s'exprimer dans le cadre de la séance, même quand j'utilise des outils d'art-thérapie, par exemple. C'est vraiment compliqué pour eux. Donc, en fait, je pratique les séances marchées. Voilà, je prends le jeune, je prends l'enfant, je prends l'adolescent, je dis, allez, écoute, on va marcher, on va s'aérer. Et là, la parole se délie. C'est un conseil que je donne aux parents aussi, voilà, pour les enfants, voilà, entre 7 et 10, 12 ans, c'est d'aller marcher. La marche permet d'être l'un à côté de l'autre. On n'est plus frontal, on n'est plus dans une relation duale, mais on est l'un à côté de l'autre. Et puis, progressivement, la parole se délie, les tensions s'apaisent et on peut entamer une conversation. Donc ça, c'est vraiment un très bon outil. Voilà, je l'utilise en thérapie, mais je l'ai utilisé aussi avec mes enfants. J'organise également des séances en petits groupes pour certains adolescents pour réfléchir avec eux. Donc ça, je prends parfois 2 ou 3 ou 4 jeunes maximum. Et là, on réfléchit à comment mieux communiquer avec ses parents, à comment mieux se sentir en lien, à comment gérer ses émotions. Donc vraiment, essayer de personnaliser au maximum les parcours vers le mieux-être. Alors, je vais vous parler plus spécifiquement là, des jeunes que je vois en thérapie. Hein, donc, je prends les enfants à partir de 4 ans globalement, mais mon cœur de métier, ma préférence va plutôt aux enfants à partir de 7 ans jusqu'aux adolescents. 7 ans parce que c'est l'âge censé être de raison.
et que parfois la raison n'arrive pas et qu'on a des enfants qui peuvent être opposants dans le conflit, dans le refus, dans le mal-être et que là, on peut vraiment travailler avec eux et avec la famille. On peut le faire avant aussi, mais c'est ma collègue Pauline qui s'occupe plutôt des plus petits. Et comme vous l'entendez depuis le début, c'est je travaille avec les parents. Chaque psychologue a sa manière de procéder, a son orientation. Et moi, ce que je dis assez rapidement à l'adolescent quand je le rencontre, c'est que je ne peux pas faire sans les parents. On n'y arrivera pas. Je dis à un moment donné, on aura peut-être besoin d'eux. Donc, si c'est un jeune enfant, on va passer par le jeu des dessins, des choses assez classiques, hein, des jeux d'imitation. Si c'est l'adolescent qui consulte pour des problèmes de gestion émotionnelle ou d'ambiance familiale détériorée, eh bien là, je vais devoir m'y prendre autrement parce que les jeux, la thérapie purement verbale, ça marche tout de suite moins bien. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un jeune qui arrive à mon cabinet qui n'est plus dans cette disposition de jeu? C'est un jeune adolescent. Alors, qu'est-ce que c'est un adolescent? Un adolescent, alors si on prend ça d'un point de vue purement médical, c'est un jeune qui est confronté à la puberté, donc vraiment qui subit une explosion hormonale. Alors, je vous laisse réfléchir là, quelques secondes. C'est combien de temps, à votre avis, dure l'adolescence? Là, je veux bien avoir vos propositions. Si je vous dis que ça démarre à la puberté, c'est-à-dire aux environs de 10, 11, 12 ans, hein, selon les enfants, à votre avis, alors ça commence vers 10 ans, l'adolescence, et quand est-ce que ça s'arrête? Alors, ah oui, vous me dites 21 ans, ça dure 10 ans, ça dure 5 ans, ça dure jusqu'à 25 ans. Il y a une bonne réponse, en effet. L'adolescence, elle se termine à partir du moment, voilà, jusqu'à 25 ans, elle se termine à partir du moment où on considère que la personne, que l'enfant ou l'enfant, l'adolescent, a son autonomie affective et financière. Hein, on parle d'une période, d'ailleurs, entre 18 et 25 ans, on appelle l'adolescence. Voilà. Oui, ça peut aller jusqu'à 25 ans, l'adolescence. Alors, adolescence, c'est jusque 25 ans. C'est cette période charnière entre 18 ou 25 ans où vos enfants pourront peut-être encore être aux études, dépendants de vous financièrement. Donc, ils auront beaucoup de liberté et beaucoup d'indépendance, mais ils pourront encore avoir des besoins affectifs et financiers qui feront qu'ils seront finalement encore dans une relation qui ne sera pas complètement autonome vis-à-vis de vous. Je pense à cela également. On parle beaucoup du burn-out parental. C'est vraiment un concept qui émerge depuis une ou deux décennies. Je vous en reparlerai également. Les périodes qui sont les plus difficiles pour les parents, la majeure partie de personnes qui ont des burn-out parentaux, c'est souvent à l'adolescence. L'adolescence des enfants génère des burn-out parentaux, des états de crise à la maison. Alors, je reviens à notre adolescent, parce que là, je vous parlais du burn-out parental, mais notre adolescent, il subit une explosion hormonale vers 10, 11, 12 ans, qui va avoir des conséquences physiologiques sur lui. Avec cette production hormonale, cette modification hormonale, on va assister à une modification de son humeur. On va assister à une modification de son rythme de sommeil, de son dynamisme, qui va être plus exacerbé ou plus mou, plus éteint, de sa motivation à faire les choses. L'adolescent va avoir une modification de ses centres d'intérêt. Et il va avoir une modification physique qui va le conduire soit à se trouver juste super beau, à être finalement très égocentrique avec lui-même, va être quasiment dans une forme d'individualisme, ou au contraire à se sentir nul, moche, pas du tout aimable. Dans les deux cas, il voudra se différencier de l'enfant. Il n'est plus un enfant, mais il n'est pas non plus un adulte. Donc, il va rechercher à appartenir à une catégorie et il va de ce fait tisser des liens très privilégiés avec ses camarades. Alors qu'il se confie à vous en tant que parent, il va avoir un jardin secret, il va vouloir prendre ses distances.
Puis ça va aller plus loin. Alors qu'il cherche ses liens forts avec les autres adolescents, avec les copains, hein, qui deviennent sa famille, hein. Ils me disent parfois, quand je les vois en consultation, mes parents, je ne peux plus les voir. Ma vraie famille, c'est mes copains. Donc ça, c'est des réactions un peu fortes qu'on peut avoir. L'adolescent va rejeter sa famille. Il va la trouver imparfaite. Il va rejeter ses valeurs, valeurs sociales, valeurs idéologiques, politiques, ses modes de vie, ses habitudes. Jusqu'à 10 ans, il trouve son père fantastique et sa mère la plus jolie du monde. Et il va trouver soudain que son père a plein de défauts et que sa mère est vraiment pas du tout à l'écoute et ne le comprend plus. Donc, les parents arrivent souvent avec des demandes autour de cette période, hein, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ans, où ils disent, mais là, on perd notre enfant, on le perd, là, on n'est plus en lien avec lui. Alors oui, il y a une modification du lien, il y a même parfois des ruptures de lien. Et moi, je dois aller à la rencontre de ce jeune qui vient. Alors, je dis aux parents, s'il ne veut pas venir, ils ne viennent pas, il n'y a pas de souci. Mais quand même, il peut juste venir voir le cabinet. Et puis, on parle 5 minutes. Vous payez même pas de consultation si vous ne restez pas, s'il ne veut pas rester. Mais ça lui permet de voir à quoi ressemble un cabinet, mon espace. Et puis, il peut me poser aussi des questions, me dire pourquoi il ne veut pas venir. Donc, je reçois l'enfant avec ses parents et voilà, on commence à parler, mais vraiment de manière plutôt anodine sur quel est le rôle du psychologue, comment est-ce que le jeune peut s'en saisir, de manière tout à fait décontractée. Et puis à la fin, je lui dis, écoute, voilà, je te laisse réfléchir avec tes parents. Tu me dis si tu veux revenir. On peut rester un moment tout seul si tu le souhaites. Dans 90% des cas, le jeune, ou même 99, me dit, OK, je veux bien rester seul avec toi. Et à partir de ce moment-là, il va me dire, bah, écoute, voilà, moi je me sens bien, je veux bien revenir et on peut travailler ensemble. C'est parti. Là, je vais aller le chercher sur son terrain. Parce que si je commence à l'amener en disant, bah, écoute, voilà, il y a des problèmes à la maison, tu es le problème, tu crispes les relations, vous avez un problème, tu rencontres un problème, tout ce vocable, il ne va pas l'entendre, il ne va pas vouloir être en lien avec moi. Il va être dans le refus. Donc, je vais le chercher en m'intéressant authentiquement à lui. Je vais le chercher dans ses centres d'intérêt. Je vais le chercher sur ses relations avec ses copains. Je vais m'intéresser à ces jeux vidéo. Alors, je peux vous dire que je suis devenue très calée en jeux vidéo. Hein, je veux dire, tu es plutôt jeu bac à sable, voilà, tu joues avec d'autres personnes. Et puis là, il va me raconter vraiment, il va me partager son vécu. Déjà, moi, ça va me donner des indices sur l'importance qu'il accorde à ces jeux vidéo, par exemple, aux réseaux sociaux. Est-ce qu'il utilise ça à bon escient? Est-ce que c'est un refuge pour lui? Est-ce que c'est de l'ordre de l'addiction? Donc, non seulement ça me donne des petits indices, mais en plus, très authentiquement, j'essaie d'être vraiment en lien et de partager les joies qu'il peut éprouver en allant sur ces espaces, en faisant du skate avec ses copains et en le rejoignant sur finalement ce qui l'intéresse. C'est vraiment essentiel pour tisser du lien. Et parfois, il en arrive à critiquer ses parents, mais en général, ce n'est pas ça qui arrive dans les conversations au premier lieu. Je vous assure, en général, il est vraiment juste content de pouvoir partager son vécu d'adolescent avec un adulte. Et puis à un moment donné, quand on va avancer, qu'on va avoir suffisamment confiance l'un dans l'autre, on va avoir pu tisser quelque chose l'un avec l'autre, je vais leur dire, bah, OK, mais là maintenant, je vois, il y a un problème là chez vous, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Comment toi, tu vois les choses? Je vais le poser en expert de la situation. Je ne vais pas lui dire, écoute, là, ce que tu fais vivre à tes parents, c'est un enfer. Non, je ne vais pas lui dire, ou tes parents, peut-être qu'ils te font vivre un enfer. Ce n'est pas du tout ça. C'est déposons le problème là et ensemble, regardons-le. Et donc là, il va me dire, bah oui, ma mère, elle m'interdit de sortir, mon père ceci, j'en ai marre, j'ai l'impression qu'on est toujours sur mon dos. Et donc, je dis, OK, très bien. Et simplement par l'écoute, à un moment donné, ça peut prendre 1, 2 ou 3 séances, le jeune, il va avoir une empathie naturelle qui va revenir. Il va me dire, bah oui, mais je sais peut-être pas, peut-être que mon père, il est comme ça, mais peut-être que c'est lié à son histoire. Ou, OK, ma mère, elle me reprend souvent, mais je vois bien qu'elle fait des efforts. Et là,
je peux, moi, réintroduire les parents dans la thérapie. Parce que l'enfant, l'adolescent, son empathie naturelle, le bon qu'il percevait chez ses parents, ce qu'il a perçu chez ses parents comme humain, il l'a retrouvé, il est en lien avec ça. Et là, je lui dis, bah, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, je pourrais rencontrer ta famille? Est-ce que tu penses que je pourrais voir tes parents? Et alors, souvent, il me dit, ouais, ça serait une bonne idée, je pense que ça serait bien. Ou peut-être mon père d'abord, juste mon père, parce que c'est avec lui que je m'entends le mieux. Donc, voilà, donc on va travailler là à géométrie variable et je vais pouvoir construire ma thérapie familiale alternée, où je vais voir le jeune, qui reste évidemment mon principal interlocuteur, mais je vais pouvoir travailler avec le père, la mère. S'ils sont divorcés, je les vois séparément, parfois quand même ensemble. Je vais pouvoir aussi travailler avec un des deux parents. Je vais même demander aux jeunes, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais faire passer à tes parents, des messages? Qu'est-ce que tu souhaites que j'aborde avec eux? Qu'est-ce que tu ne souhaites pas que j'aborde avec eux? Et je fais la même chose avec le parent. Je ne me pose pas en médiatrice finalement, mais je me pose en lieu d'accueil, vraiment où on regarde le problème ensemble. Chacun à notre tour, on va essayer de démêler et d'arriver comme ça. Et je peux, avec certains jeunes parents, à un moment donné, reposer les choses vraiment comme on les trouve chez React, où je dis, ben voilà, là, on va faire un contrat. Tes parents se proposent ce contrat et voilà comment on va le mener. J'engage aussi les parents et le jeune à m'envoyer des emails. Alors, je n'y réponds pas. J'acte le fait que je les ai reçus et lus, mais ces emails vont me permettre d'avoir finalement un thermostat, un thermomètre sur le bien-être de la famille, hein, où je vais pouvoir juger au quotidien. Voilà, donc ça, c'est vraiment le point, c'est de tricoter et de détricoter et de retricoter autrement les relations familiales. Alors là, je vois une question, c'est des ados classiques pour l'instant? Non, c'est des ados que j'ai Non, j'ai des ados qui relèvent vraiment du programme ACT, hein. Donc, React, il y en a qui sont parallèlement en train de suivre le programme avec Nathalie d'ailleurs. Donc, je les vois vraiment soit en complément, soit quand j'ai vu les parents en programme de psychoéducation, on peut commencer aussi quelque chose. Il faut là mettre vraiment... je vous assure que les jeunes que je vois et qui sont en colère, oui, on arrive à faire accepter le suivi. Oui, il y a moyen. Ça prend du temps. Parfois, je peux engager aussi, les parents disent, ils refusent le suivi. Et je dis, bah, écoutez, est-ce qu'il accepterait juste de me donner son email? Alors, ils ne sont pas trop email, les jeunes, donc parfois c'est WhatsApp, ils acceptent. Et en fait, on peut commencer à tisser quelque chose sur WhatsApp en disant, écoute, voilà, voilà, tes parents aimeraient que tu viennes, mais je comprends, moi, c'est toi qui m'intéresse. Donc oui, on peut amener des jeunes qui n'ont pas envie d'être en thérapie à venir au cabinet et ça se passe vraiment très bien. Je vous dis, j'ai très peu de refus. J'ai eu 1 ou 2 refus en ces dernières années, ce qui est très, très peu par rapport à la quantité de jeunes que je peux accueillir. Alors là, je vous fais juste un petit point sur ce qui porte sur vos épaules aussi, à vous parents, hein. La famille actuelle, la famille telle qu'on l'a depuis une vingtaine d'années, elle est confrontée à des gros défis. Si on parle de burn-out parental aujourd'hui, c'est bien parce que c'est une réalité. C'est quelque chose qui n'existait pas avant, ou en tout cas, ce n'était pas géré de la même manière. Ils avaient d'autres solutions. Pour rappel, jusque dans les années 70 ou 80, les familles, elles étaient dirigées par le père de famille, hein. D'ailleurs, c'était juridiquement lui qui avait l'autorité sur la famille. Je vous rappelle qu'un petit indice, les femmes n'ont pu ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur père ou de leur mari qu'en 1965. En Suisse, puisque c'est un pays que je connais aussi, le droit de vote a été accordé dans les années 70 à la femme, en 71. Donc, vous voyez que l'équilibre familial, auparavant, c'était très pyramidal avec le père, la mère qui se mettait au service du père et des enfants. Et quand il y a quelque chose qui n'allait pas, le père sortait le martinet. Hein, il y a des grands-parents qui peuvent encore raconter ça. À partir des années 2000, on a commencé à avoir de la cohabitation légale, hein. En Belgique, on parle de cohabitation légale, c'est une forme souple du Pacs où on se marie, on ne se marie plus, on se met ensemble, on s'aime, on fonde une famille, mais sans passer par le mariage. Alors, la famille évolue, la femme s'émancipe, et dans cette équation, on a moins d'enfants. Donc, nos enfants sont de plus en plus au centre de nos préoccupations. Parallèlement à cela, on a vu arriver, ça s'est abordé dans le programme React, en tout cas tel que nous on le propose,
on a vu arriver la psychologie positive où on nous a dit jusqu'à maintenant, les enfants, je vais caricaturer un peu, jusqu'à maintenant, on les a élevés à coups de trick. Maintenant, on va leur laisser libre champ pour décider, exprimer leurs émotions et être complètement à égal avec nous dans la famille pour parler de leurs problèmes et faire ce qu'ils veulent finalement. Il ne fallait plus contrarier ni contraindre l'enfant. Alors, cette baisse du nombre d'enfants, les familles plus petites avec une charge plus importante pour nous en tant que parents sur leur devenir, l'espoir qu'on avait pour eux, et cette psychologie positive à outrance là, qui a été complètement dévoyée, ça a créé bien des déséquilibres. Ça crée bien des déséquilibres et ça a mis sur le dos des parents une charge énorme et la nécessité de réinventer les codes éducatifs. Donc là, moi, je vois arriver aussi beaucoup de parents qui rejoignent le programme REACT. Je ne sais, vous me direz si c'est le cas pour certains d'entre vous, mais la psychologie positive, l'éducation positive contribue à ce que certains enfants intelligents, très intelligents, prennent le pouvoir qui leur était laissé de manière complètement abusive et deviennent parfaitement tyranniques avec certains parents. Hein. Donc, je m'aperçois que le parent, il est quand même, on est tiraillé, nous, alors là, je parle en tant que thérapeute, mais aussi en tant que parent, entre notre héritage, respect, obéissance, voilà, tout ce qui est l'héritage familial finalement, et ce qu'on entend autour de nous sur la punition qui est, voilà, qui va les détruire, sur la sanction qui est vraiment pas possible. Donc là, ça nous perturbe complètement parce qu'on n'a finalement pas les codes pour gérer les enfants d'aujourd'hui qui sont différents des enfants il y a 30 ans, et on n'a pas les codes non plus dans la société actuelle où on a une forte pression sociale et on a un jugement social qui est extrêmement fort aussi. Hein, le poids de la famille parfaite qui est véhiculé par la publicité, par je vois ces familles d'Instagrammeuses là que je suis, qui ont des enfants beaux, lisses, blonds, habillés de blanc vêtus, souriants, polis, mignons. Tout ça nous met une pression énorme et finalement perturbe le bon sens que nous avons naturellement. Donc voilà, dites-vous que vous êtes les premiers parents à être confrontés finalement à des enfants, à cette famille moderne, à cette famille, ça fait une vingtaine d'années qu'on est vraiment en plein dedans, que le burn-out parental explose, avec des choses nouvelles qui viennent se greffer là-dessus, la recherche, tout ce qui est lié au genre, voilà, une banalisation des drogues, voilà, tout ça fait que c'est très compliqué de jongler aussi en tant que parent avec habileté finalement. Voilà, donc voilà, je voudrais juste vous donner un tout petit outil, outre celui de la marche avec les enfants plus jeunes. Là, ça marche très très bien quand ils sont en colère et qu'on les sort même à 21h en disant « Allez, là, ta colère, elle passe pas, viens, et on le traîne dans la rue. Alors certes, il faut supporter le regard des passants, mais on peut y arriver. Vous allez marcher. Je vous donne aussi un petit outil. Pensez toujours à où vous vous situez quand vous échangez avec votre enfant et votre ado. Est-ce que vous êtes dans la conversation? C'est-à-dire, bah ouais, moi je trouve qu'en effet, là, ta copine, quand elle t'a dit ça, c'était pas sympa, tu as raison. Voilà, là c'est de la conversation. Est-ce que vous êtes au contraire dans la négociation? Ah, je veux rentrer à minuit. Non, 11h. Non, minuit. Non, écoute, 11h, ce sera bien. 23h, c'est assez. Là, tu vois, vendredi, tu as un truc à faire samedi, tu dois aller, tu as ton match de foot. Là, vous êtes dans la négociation. Ou est-ce que vous êtes dans l'éducation? Non, c'est non. Non, tu ne prends pas ton vélo sans casque, c'est dangereux. Non. Donc, ne vous laissez pas entraîner par le jeune dans un autre champ conversationnel que celui où vous êtes. Hein, c'est-à-dire que si vous voulez qu'il range sa chambre et qu'il le fait en râlant, ne rentrez pas dans la négociation, vous êtes dans l'éducation. S'il range sa chambre en râlant, peu importe finalement qu'il le fasse en râlant. Ce qui compte, c'est qu'il range sa chambre. Ne rentrez pas dans de la négociation en disant ben, « t'es pas content, franchement », parce que là, en fait, vous allez perdre. Il va vous embarquer.
Hein, de la même manière que si vous êtes sur une conversation et qu'il en profite pour vous amener sur le terrain de la négociation parce qu'il veut inviter plein de copains quand vous n'êtes pas là et que ce n'est pas la règle de la maison, ne vous laissez pas embarquer. Voilà. Donc ça, c'est un des derniers outils, c'est toujours penser au niveau de conversation. Alors oui, je vois déjà impossible de l'emmener dans sa chambre. Alors ça, c'est un point hein, mais qui est très bien abordé par React hein, sur est-ce qu'on va au forçage physique pour amener dans la chambre. Bon, voilà, ça c'est vraiment, ça relève du programme React, mais en effet, mais bon, parfois on peut avoir des leviers aussi motivationnels qu'on trouve avec les jeunes enfants pour leur faire ranger leur chambre.